Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous suivez chaque jour à la télévision à 20h30 via vos box. Vous nous retrouvez tous les jours également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous suivons le rythme des publications d'entreprises avec le décrochage de LVMH au sein du CAC 40 après avoir raté les attentes en termes de croissance de ses ventes pour le premier trimestre. Le groupe LVMH qui ne sera peut-être plus d'ailleurs à la fin de la journée la première capitalisation boursière du CAC 40 et du secteur du luxe dans le monde, puisque Hermès, en termes de capitalisation boursière, est en train de passer devant LVMH. Vous aurez les détails de la publication de LVMH dans un instant avec Pauline Gratel et des autres entreprises américaines en l'occurrence qui ont publié leurs résultats ces dernières heures dans un marché global qui tente de se stabiliser, qui envoie quelques signes de stabilisation. On le voit sur les grands actifs clés américains, les taux longs se stabilisent aujourd'hui, le dollar également tente de se stabiliser pour la deuxième séance consécutive et on pourrait voir une deuxième séance consécutive de hausse pour les indices actions américains qui restent néanmoins en baisse si on prend la date du 2 avril, jour de libération comme référence pour cette séquence de guerre tarifaire. Donald Trump qui continue d'ailleurs de clarifier sa stratégie tarifaire, entretenant toujours plus de confusion. Le département du commerce américain a engagé des enquêtes concernant les secteurs de la pharmacie et des semi-conducteurs, des enquêtes qui pourraient bien sûr déboucher sur de nouveaux tarifs sectoriels ciblés sur ces segments de marché. Et puis Donald Trump suggérait hier soir la possibilité d'un sursis pour le secteur automobile visé par 25% de tarifs pour les automobiles assemblées. Des tarifs de 25% doivent être mis en place également pour les pièces automobiles à partir du 3 mai. Nous verrons comment les choses évoluent, mais Donald Trump a pris conscience visiblement qu'il fallait peut-être laisser un peu plus de temps aux acteurs du secteur automobile pour recomposer leur chaîne de valeur et leur chaîne logistique et réimplanter des chaînes aux États-Unis. Le secteur automobile en profite aujourd'hui sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités bien sûr dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur les enseignements en matière d'allocation d'actifs de cette séquence de guerre tarifaire et de questionnement sur la gouvernance des États-Unis. C'est un sujet assez profond et qui pourrait modifier les allocations stratégiques en profondeur au-delà de quelques jours et de quelques semaines, pour dire les choses clairement. Comment survivre à la grande rotation, c'est le thème de la recommandation d'Alain Bocobza, le responsable monde de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À chaque jour, son lot de surprises et de rebondissements dans la grande partie de poker tarifaire de Donald Trump. Oui, après la tech hier, c'est aujourd'hui au tour du secteur automobile de bénéficier d'un petit peu de répit. Finalement, le président américain pourrait faire marche arrière sur les taxes de 25% prévues pour le secteur. Il indique depuis son bureau ovale que les constructeurs ont besoin de plus de temps pour relocaliser la production aux États-Unis. Logiquement, les valeurs du secteur montent. En France, Stellantis grimpe de 5%. Au Japon, Honda et Toyota sont en hausse de 4%. Aux États-Unis, General Motors et Ford ouvrent en baisse de plus de 1%. Que peut-on observer sur les grands indices actions aujourd'hui? Les réactions sont assez mitigées, Pauline. Oui, les indices évoluent dans le vert, mais la hausse est modérée, en tout cas pour le CAC 40 qui gagne quelques points hésitants et qui évolue autour de 7300 points. L'indice est tiré vers le haut par Stellantis, on le disait, et vers le bas par LVMH, et on y revient. En Allemagne, le DAX évolue nettement dans le vert, l'indice gagne 1,5% aujourd'hui. Le Stoxx 600 est également en hausse de plus de 1%, et aux États-Unis, les indices ont ouvert en légère
légère hausse. Un mot du marché obligataire également avant de passer aux résultats de l'entreprise. Les taux longs restent stables aujourd'hui. Le rendement américain à 10 ans évolue autour de 4,35%. Le rendement à 30 ans s'établit à 4,80%. En Europe, le 10 ans allemand reste parfaitement stable, comme depuis plus d'une semaine, à 2,50%. Sur le marché des change, le dollar se stabilise avec un euro-dollar à environ 1,1350. Bon, et donc du côté des entreprises, des résultats, des chiffres d'affaires, en l'occurrence, la croissance de LVMH a été publiée pour le premier trimestre. Oui, les investisseurs sanctionnent une publication jugée décevante. Le titre décroche de 8% à Paris, ce qui fait d'ailleurs passer Hermès devant LVMH, qui devient la première capitalisation boursière du luxe pour la première fois de l'histoire. Les ventes de LVMH en repli de 3% en données comparables sont clairement sous les attentes au premier trimestre, plombées par une faible demande chinoise. Les signes de reprise observés fin 2024 laissaient pourtant présager un premier trimestre meilleur, mais le secteur du luxe reste sous pression. Dans le sillage de LVMH, Kering plonge de 5% et L'Oréal cède plus de 2%. À l'inverse de LVMH, Publicis brille après ses résultats. Oui, le groupe de pub fait état d'un premier trimestre solide et confirme ses objectifs. Grâce à de nouveaux contrats, Publicis annonce une croissance organique de 5% sur la période et évoque de très belles performances dans toutes les régions. Malgré un contexte compliqué, la publication est saluée. Le titre grimpe de 3,5%. Un mot encore du secteur bancaire américain avec les résultats publiés aujourd'hui de Bank of America et de Citigroup. Oui, Bank of America fait état d'un premier trimestre solide, boosté par les activités de trading, à l'instar de JP Morgan et Goldman Sachs. Le bénéfice est supérieur aux attentes à 7,4 milliards de dollars. Le titre ouvre en hausse de plus de 4%. Citigroup fait également état d'un premier trimestre solide, là aussi boosté par la volatilité des marchés. Ses revenus de trading d'actions bondissent de plus de 20%. Le titre ouvre en hausse de 2%. Venons-en au programme de demain sur les marchés, Pauline, pour les investisseurs. À quoi ressemblera la journée ? Les investisseurs arbitreront les résultats de United Airlines publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, toujours côté micro, ils regarderont les résultats d'ASML et de Edenred. Côté macro, le PIB chinois est attendu pour le premier trimestre, ainsi que l'inflation britannique du mois de mars et l'inflation de la zone euro également pour mars en seconde lecture. Et aux États-Unis, les ventes de détail du mois de mars seront publiées. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Amourda est avec nous ce soir, économiste chez ProBTP Finance. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Damien Charlet d'être avec nous également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Et merci à Igor Demac de nous accompagner. Bonsoir Igor. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne. Je voulais bien qu'on commence avec un peu l'actualité des entreprises. Ce sera très intéressant de voir la tonalité des résultats qui vont être publiés, mais surtout des communications des grands patrons américains, européens et mondiaux. Un mot quand même spécifique de LVMH, Igor, je ne sais pas, il faut prendre un abonnement aux mauvaises surprises désormais pour LVMH. On n'est pas habitué quand même. Non, on n'est pas habitué, mais le luxe, et particulièrement LVMH, c'est un peu le symbole de la globalisation du consommateur et aussi du consommateur chinois. Puisqu'on voit que dans les résultats, par exemple, le Japon est mauvais parce qu'il y a moins de consommateurs chinois offshore. Et puis, c'est un mastodonte qui subit les effets change. Enfin, c'est vraiment un animal assez macro et c'était un animal aussi très survalorisé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même revenir à des niveaux de valorisation quasiment 2010. On a un PE de 18. Bon, moins de 500 euros. On vient de plus de 900 voilà. Sur LVMH. Donc je pense que le travail a été fait. Après, il risque d'y avoir encore plusieurs trimestres difficiles. Et puis après, le luxe, le sujet, c'est l'expérientiel, c'est la vente par Internet et des changements de consommation, probablement même chez les très riches. Donc c'est un secteur qui traverse un peu une crise de système, de structure, mais heureusement, ils sont très riches. Ce qui a fait la force, les atouts de LVMH dans le monde d'avant sont moins des atouts aujourd'hui, c'est ça, Igor ? Après, il faut toujours engendrer de l'appétit pour consommer des produits, entre guillemets, dont on n'a pas besoin, puisque c'est de la consommation ultra discrétionnaire. Donc, la désirabilité. Voilà, il faut toujours restreindre, créer en fait le manque. Les marques sont là, sont superbes, mais c'est vrai que LVMH dépend beaucoup plus de la macroéconomie maintenant que c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans peut-être. Ouais.
Damien, qu'est-ce qu'on peut dire de LVMH? Alors, il y a le sujet LVMH spécifique, ce que ça implique pour l'ensemble du secteur, et puis la question de marché, effectivement, après avoir baissé de 40% et plus par rapport à son dernier sommet, est-ce que le marché a bien pris en compte l'idée que les marges d'LVMH étaient peut-être en risque aussi sur une année comme 2025? Aujourd'hui, ça paraît assez clair. Alors, pendant son conférence call, le groupe ne parle pas de ses marges. En fait, mais en revanche, tous les analystes ont bien conscience que ce sont des activités avec 80% de charges fixes. Donc, quand le chiffre d'affaires commence à souffrir, les marges souffrent. Donc, les marges, elles vont être sous pression, ça c'est clair. Le deuxième élément, c'est que le luxe aussi a bénéficié ces dernières années d'effets prix absolument monstrueux. Et il y a un moment, quand vous augmentez les prix beaucoup plus rapidement que les salaires sur longue période, sachant que ce qu'ils ont bien dit aussi lors de la publication de leurs résultats, c'est que la partie qu'ils appellent aspirationnelle, j'ai regardé un peu parce que c'est pas toujours très clair ce que c'est que l'aspirationnel, mais l'aspirationnel, c'est des consommateurs qui vont dépenser potentiellement entre 3 et 5 000 euros par an dans des produits de luxe type LVMH. Donc c'est une clientèle qui n'est pas forcément suffisamment riche pour aller dépenser du luxe, quelles que soient les conditions de marché. Donc cette population-là, a priori, elle commence à souffrir un petit peu. Alors ils évoquaient notamment la partie spirituelle, etc. Bon, je pense qu'une des problématiques de ces groupes-là, c'est quand même qu'ils ont augmenté les prix beaucoup plus rapidement que la hausse, que les gains de pouvoir d'achat de leurs clients. Donc il y a un moment, ça bloque. Et aujourd'hui, je pense que ça bloque un peu plus. Alors dans leur discours, ils disent que leur croissance ne dépend pas de l'augmentation des prix, mais il n'en reste pas moins qu'on est sur des augmentations de prix, a priori, sur le premier trimestre, qui sont encore de l'ordre de 4-5%, donc c'est pas ridicule. Non. Et le risque, c'est qu'ils continuent à souffrir sur les trimestres prochains d'une absence, ou en tout cas d'un manque de capacité à monter les prix. Et c'est là où on se dit que la valorisation aujourd'hui, certes, elle est retombée, mais il y a beaucoup d'analystes qui attendent pratiquement pas de croissance sur les 2 années qui viennent. Ouais. Donc est-ce qu'on va payer 18 fois ou 20 fois les résultats pour une société qui n'a pas de croissance, même si c'est LVMH? Je suis pas sûr. Ça ne correspond pas au statut d'une entreprise qui ne fait pas de croissance pendant 2 ans, quoi. Absolument, ça correspond. Le statut, il est arrivé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Disons que la revalorisation des valeurs du luxe, elle est arrivée à la fin des années 2010. Donc c'est pas c'est pas un statut historique perpétuel. Gravé dans le marbre. C'est arrivé à un moment où il y avait une incertitude sur la croissance économique et où les investisseurs aimaient bien la visibilité procurée par les segments du luxe. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus cette visibilité, donc il n'y a pas de raison de payer très très cher. Maintenant, ce que ça nous dit sur le reste de l'économie, c'est que je pense qu'on n'avait pas besoin d'LVMH pour se dire que que la consommation allait ralentir potentiellement dans un certain nombre de pays. Là, le mauvais chiffre de LVMH au premier trimestre, il se fait pratiquement sans gros ralentissement américain, potentiellement du mois d'avril. Il arrive après les droits de douane. Ouais. Donc, il peut encore y avoir des mauvaises surprises sur la croissance, et notamment sur la croissance américaine, sachant que les bases de comparaison sont à peu près les mêmes sur le premier trimestre et sur le deuxième trimestre. Donc, il n'y aura pas d'effet mécanique, j'allais dire, sur les bases de comparaison. En revanche, on en reparlera peut-être après, mais les chiffres de confiance du consommateur US, ils sont en train de plonger. Et il y a quand même, historiquement, une très grosse corrélation entre la confiance du consommateur et la consommation. Donc il y a quand même des vrais risques que la consommation baisse aux US. En Asie, est-ce qu'elle va rebondir? C'est moins que sûr. En Europe, ça tient. Là, pour le coup, je pense que ça peut tenir. Mais en revanche, on a quand même 2 très grosses zones qui sont vraiment à risque au niveau consommation. C'est parfait, on a un économiste pour répondre à cette question. Hervé, vous avez planché là récemment encore sur la capacité de résilience du consommateur américain. C'est vrai que le consommateur américain et le blues, comme vous dites, ça paraît assez naturel. Maintenant, quand on essaye d'affiner un petit peu le diagnostic, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a quand même encore une réserve de résilience pour le consommateur américain à ce stade? Alors, on a l'impression que oui. Effectivement, le consommateur américain aujourd'hui a le blues. On a cité le Michigan, le Conference Board, c'est pareil. Et c'est intéressant de voir que les deux, finalement, vont dans le même sens, parce qu'il y en a un qui est très politisé, le Michigan, alors que le Conference Board est relativement un peu plus neutre. Donc,
sur ce sujet-là, voilà, on comprend bien que ça ne va pas aller. Et effectivement, historiquement, c'est très corrélé aussi avec le chômage. Plus le chômage augmente, plus la confiance baisse. Et donc, ça se voit, ça se répercute sur la consommation. Cette fois-ci, l'histoire semble différente. Je prends des pincettes. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'enquête et dans le détail, on a l'impression que ce qui déprime le plus les consommateurs, ce sont les anticipations de prix, d'inflation. Alors, dans l'enquête, c'est de l'inflation. Nous, quand on va le retraduire, c'est plutôt des anticipations de prix parce qu'on comprend que ce sont les droits de douane. Et quand on voit les anticipations d'inflation du marché, des entreprises, on ne retrouve pas cette hausse. Là, on est à des plus hauts historiques. Depuis les années 80, on n'a pas vu ces anticipations d'inflation à 1 an, à 5 ans. C'est vraiment stratosphérique. Donc, si on part du principe, je prends la thèse de Powell, que ce pic d'inflation est un peu transitoire et que effectivement ce sont les droits de douane, donc ce sont des effets prix, il n'y a pas d'effet d'entraînement derrière, eh bien ces craintes finalement ne sont pas fondées et donc le consommateur pourrait être amené à réviser un petit peu sa consommation. Je parle avec beaucoup de prudence parce que l'année 2024 nous a donné tort sur nos prévisions économiques aux États-Unis à cause du consommateur américain. Ouais. Il a été beaucoup plus résistant que ce que l'on pouvait anticiper. Alors que les enquêtes étaient déjà piquaient déjà un peu du nez. Exactement. Et nous, on s'est beaucoup laissé entraîner par ça, nous, les économistes, les stratégistes, dans les prévisions. Et on s'est rendu compte que c'était plus fort qu'attendu. Et quand on décortique, quand on essaie de comprendre finalement les sources d'erreurs de nos prévisions 2024, eh bien, on se rend compte qu'il y a le patrimoine financier des ménages qui avait très fortement progressé. Alors, on a parlé de surépargne, c'est vrai. Mais cette surépargne, elle est investie sur les marchés financiers. Et elle a pris la place d'ailleurs du marché action. Donc il y a une grande position du marché action dans le patrimoine financier américain. Donc ça, c'est une base solide. Bien sûr, la volatilité actuelle, depuis une semaine, remettrait éventuellement ça en question. Et puis il y a les salaires. Il y a le marché de l'emploi qui finalement est resté robuste tout au long de l'année 2024. Et les salaires ont été alimentés par tout ça. Donc on a quand même des fondamentaux qui restent très bons. Le sentiment ne l'est pas. Ça n'exclut pas qu'à court terme, on ait une petite faiblesse du consommateur américain. Mais à moyen long terme, on a de bonnes raisons d'être plutôt positif. Le revenu disponible réel reste positif. On a encore quand même une forme de résilience du marché du travail américain aujourd'hui. Sur la baisse des marchés, quel type de corrélation est-ce qu'on trouve ? Je ne sais pas, on a eu quasiment, du pic au creux, on a eu quasiment 20% de baisse sur le S&P 500. C'est quoi le seuil de douleur du consommateur américain par rapport à la baisse des marchés, justement, Hervé ? C'est très compliqué. Nous, on a essayé justement de modéliser un petit peu cet impact-là. Et puis, on s'est rendu compte que c'était très difficile parce que chaque période a été différente. Et en fait, ces baisses-là, globalement, on est en train de modéliser 4 ou 5 points historiques. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, on s'est tourné vers la recherche académique qui a davantage le temps de contrôler et d'affiner finalement ce genre de modèle. Les relations sont relativement simples. Vous parliez de 20% sur le marché action du pic au creux. Ouais. Globalement, ça veut dire 80 BP sur la consommation, sur les dépenses réelles des ménages. Aujourd'hui, les dépenses réelles des ménages sont plutôt autour de 4%, on va dire 3,5, entre 3,5 et 4,2. Voilà. Donc on enlèverait 0,8 à ces 3,5, 4,2. Je ne dis pas que c'est pas que c'est ça pas coûte rien. Non, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Mais ça ne met pas tout à plat. Mais ça ne nous envoie pas en récession et pour le coup, ça ne ternit pas les perspectives, en tout cas à moyen terme. J'entends. Si je reviens aux entreprises, là, qu'est-ce qu'on attend d'une saison de publication comme ça là ? Alors, les chiffres du T1 seront ce qu'ils sont, et le T1 était encore bon, pas encore trop marqué par la réalité des tarifs, mais le discours, moi, j'ai le sentiment que ça va être un moment de libération de la parole des chefs d'entreprise. Oui, Liberation Day. Je me dis que oui, on vit une époque quand même incroyable et il y a bien des patrons qui vont prendre la parole pour expliquer aussi un peu ce que ça coûte justement cette incertitude. Comme ça change un peu tous les jours, notamment sur le sujet tarifs douaniers, je ne sais pas s'ils peuvent dire grand-chose. Ce qui ne change pas, c'est l'incertitude. Mais ils peuvent dire qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait des tarifs, mais ça, je crois qu'on a bien compris qu'il y en aurait. La base de 10, elle est là. Est-ce que ça sera 20 ? Est-ce que ça sera différencié par type de produit ? Là, on commence à voir que, à mon avis, il y a plus de lobbying aux États-Unis parce qu'il y a un coût de production de beaucoup de produits technologiques, il dépend de la Chine. Donc, il y a vraiment un incrément direct. On parle des iPhones, mais c'est vrai pour les micro-ondes, les ordinateurs, etc. Donc, oui, le discours, mais je crois qu'il faut que le sujet tarifaire soit un petit peu stabilisé, vraiment.
C'est-à-dire pas... Et ça, je pense qu'on va encore l'avoir pendant 2, 3, 4 mois. Donc, les managers vont dire que c'est incertain. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas intérêt à dire que ça ne l'est pas. Oui, non, mais personne ne le comprendrait. Oui, non, mais parce qu'en plus, quand vous êtes un dirigeant et que vous avez des résultats annoncés, il vaut mieux sous-promettre et surdélivrer que... Bon, en plus, l'incertitude, ça permet d'englober tous les problèmes. Oui, Enfin, on peut mettre aussi plein de choses sur les tarifs douaniers. Il y a des entreprises qui ont des vrais sujets, puis il y a des entreprises que vous avez citées, Publicis, qui arrivent à vivre sans aussi. Et puis, il dit Arthur Sadoun, alors là, la prévision de croissance organique pour 2025, c'est 4-5%. Il dit le bas de la fourchette, c'est rock solide. Il peut se passer n'importe quoi, on fera 4%. Bon, là c'est aussi, quand même, je veux dire, dans le contexte actuel, oui, ça prouve... Très exposé US, Publicis, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, l'économie US n'est pas encore rentrée en récession. Il y a une suspicion pré-récession, mais elle ne l'est pas encore. Niveau de fragilité des dynamiques d'IPS, de bénéfices par action, là, on a déjà commencé à réviser un peu, beaucoup. Ça révise très peu pour l'instant. Ça révise très peu pour l'instant. Ça révise très peu. D'accord. De toute façon, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir des chiffres du premier trimestre qui seront très corrects, parce que au premier trimestre, il n'y avait pas l'incertitude qu'on a aujourd'hui, et puis en plus, quand l'incertitude s'est approchée, les gens ont stocké, donc potentiellement, il y a eu des ventes et du chiffre d'affaires qui s'est enregistré à l'avance. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que la plupart des investisseurs s'attendent à des discours très prudents, voire des warnings, parce qu'on a vu pas mal de commentaires d'économistes ou de stratégistes qui disaient que alors la libération de la parole, ça sera peut-être justement profiter de l'ambiance actuelle et du fait que les marchés ont déjà baissé. L'occasion de faire passer un certain nombre de mauvaises nouvelles. Oui, exactement. Donc on ne s'attend pas à ce que les résultats du premier trimestre permettent de faire rebondir les marchés. Et en ce qui concerne les consensus, aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, les chiffres de croissance sont encore assez élevés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a commencé l'année avec des anticipations de croissance de 13, 14, 15% des BPA. Maintenant, on est à 9. Bon, ça a baissé, mais on est quand même à 9 encore. C'est beaucoup trop élevé. Alors, on est à 9 sur le consensus. Après, si vous regardez... Sur un PE de 18, c'est ça, aux États-Unis ? Sur un PE de 19, oui. 19 ouais. Donc, ça veut dire que si on se met on est peut-être plus cher. On est peut-être plus cher, exactement. Et en Europe, on était à 7, 8 et on est tombé à 4, quoi. Donc ça baisse un peu, c'est encore trop haut. Alors après, c'est du chiffre de consensus. Quand on regarde certaines banques et les prévisions de certaines banques, il y en a déjà qui évoquent de la croissance négative, par exemple. Pour le luxe, j'ai vu qu'effectivement, certaines banques annoncent des croissances négatives d'IPS pour un secteur spécifique comme le luxe. Alors, ça, pas pour l'ensemble du marché. Mais... Je ne suis pas sûr que ce soit un très très gros changement. Je ne pense pas que le secteur du luxe, d'une manière générale, on n'attendait pas grand-chose. On était déjà à 0 plus. Non, mais il y a un secteur, c'est les banques. Quand on regarde les futurs sur les dividendes, ils ont chuté après. On s'attend à ce que les banques aient un problème pour verser les dividendes ? Non, mais 2025, c'est acté, c'est en AG, ça va être payé, il y a le cash. Mais les forwards sur les dividendes 2025, les banques se sont écroulées. Ce qui veut quand même dire, comme la banque est quand même très procyclique. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même des indicateurs de stress que Damien mentionnait. Oui, mais de toute façon, je pense que le sens de l'histoire, c'est quand même que les bénéfices ont toutes les chances de continuer à baisser dans les semaines qui viennent. Donc, la question qui sera la question d'après, c'est quels sont les moteurs d'éventuels rebonds des marchés financiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En Europe, on voit que ça tient extrêmement bien. Il y a une grosse décorrélation à tous les niveaux entre l'Europe et les États-Unis, aussi bien au niveau taux d'intérêt qu'au niveau action. On connaît les raisons, l'Europe est moins chère, les révisions à la baisse économique potentielle en Europe sont beaucoup moins élevées, donc la croissance américaine est en train de rejoindre la croissance européenne, etc. Mais aux États-Unis, pour dire les choses clairement, nous on ne voit pas trop ce qui pourrait faire rebondir le marché à court terme. Alors, il y aura de la volatilité, mais globalement, le vrai problème des États-Unis aujourd'hui, outre le manque de confiance, l'instabilité, le manque de visibilité qui va sans doute peser sur l'investissement et la croissance, etc., c'est quand même les taux d'intérêt. Et on se demande en fait quelle recette magique va permettre à Trump de faire baisser les taux d'intérêt. Et c'est là où on n'a pas trop de réponses. En fait, il y a deux réponses possibles à notre avis. C'est soit il fait rentrer sciemment le pays en récession, ce qui nous paraît quand même un peu dangereux, soit il trouve un budget où il y a moins de dépenses. Et donc, ce qui n'est pas évident pour l'instant. Il ne remplit pas ses promesses électorales. Puis, moins de dépenses, ça peut aussi affaiblir encore un peu plus l'économie américaine.
Oui, non, mais bon, à court terme en tout cas. Oui, absolument. Mais donc aujourd'hui, on a bien vu que le Trump en bourse, le put Trump en bourse, c'était les taux d'intérêt. Et il faudrait que les taux d'intérêt baissent. Et pour l'instant, entre les flux et les fondamentaux, on ne sait pas trop ce qui pourrait faire vraiment baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Et vu le niveau d'incertitude, encore une fois, généré par Trump lui-même, c'est pas évident qu'on ait une baisse facile des taux longs à ce stade. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le 2 avril, Hervé, que Donald Trump pouvait mettre des tarifs, ça, il n'y a pas de doute, qu'il pouvait aussi reculer assez vite, quand même. Alors, jusqu'où peut-il reculer ? Ça reste une question ouverte. Igor évoquait la perspective, l'idée qu'il fallait à un moment avoir un point d'atterrissage et qu'on n'y était pas encore. Et puis, il y a toujours la question des objectifs. Je veux dire, l'objectif final ou les objectifs finaux derrière cette grande partie de poker tarifaire, quels sont-ils ? Si derrière, c'est une coercition monétaire qui ne dit pas son nom ou qui dira son nom demain, c'est un sujet aussi compliqué, j'imagine, pour les marchés. Et puis, il y a aussi la question assez immédiate des dégâts qui ont déjà été infligés par cette incertitude, d'une certaine manière, pour ne pas dire une conduite erratique de la politique américaine. Oui. Alors, c'est compliqué d'y voir clair dans la politique de Donald Trump. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais très clairement, on a l'impression qu'il y a vraiment deux stratégies. Une stratégie avec la Chine, contre la Chine, où c'est vraiment une guerre commerciale, une escalade avec des droits de douane. Et le but, c'est d'aller gagner, d'aller chercher des parts de marché, de rediriger un petit peu des productions, des exportations. Et donc là-dessus, la Chine montre aussi les muscles, les États-Unis répondent. Peut-être que la Chine a marginalement un peu plus de poids d'ailleurs et de meilleures perspectives aussi par rapport aux États-Unis sur ce sujet-là, parce qu'on l'a vu dans la réponse chinoise. Certes, on est repassé à 125%, et donc, 125% de chaque côté, balle au centre. Mais en réalité, la Chine restreint les exportations de terres rares. Elle a empêché ce matin les livraisons de Boeing. Voilà. Tout ce qui concerne Boeing ou l'aviation, en tout cas, d'aller acheter des parts et des composants américains. Et ça va commencer à peser. Ça va commencer à peser. Et sur quoi joue la Chine ? Sur les lobbies politiques qu'il y a aux États-Unis, qui sont quand même très forts et qui ont soutenu Donald Trump dans son accession. Donc elle a vraiment les moyens, alors que côté chinois, côté américain, c'est ça. Voilà, on a moins de marge de manœuvre. Le levier est moins puissant côté américain vis-à-vis de la Chine. Exactement. Donc ça, c'est je dirais, la première bataille, la première guerre, mais qui pourrait, par effet vraiment ricoché, entre guillemets, revenir vers nous, puisque ça va faire baisser le commerce mondial, ça va faire baisser aussi le commerce des pays partenaires en Chine. Ça va jouer également sur le dollar. Aujourd'hui, le dollar baisse, ce qui est assez surprenant d'un point de vue macroéconomique. Quand on impose des droits de douane, on s'attend à ce que le dollar absorbe une partie de ces droits de douane. Je crois que le FMI disait en moyenne 30% de la hausse des droits de douane est absorbée par une hausse du dollar. Aujourd'hui, c'est pas vrai parce que justement, on a à la fois des craintes sur l'économie américaine, sur l'économie que sur sa politique commerciale. Donc là-dessus, ça va jouer. Et je pense que côté européen, on n'est pas tellement dans une guerre tarifaire où on veut monter et crescendo sur les produits parce que finalement, ils sont en déficit sur les biens, ils sont en excédent sur les services. Donc on sait que quelque part, si on se fait trop taper sur les doigts côté biens, on pourra répliquer sur la tech notamment. Donc voilà, ce jeu-là finalement ne mènerait à rien. En revanche, ce que cherche Trump avec l'Europe, c'est les barrières, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Et là, pour le coup, effectivement, il a raison qu'on a beaucoup de labels, on a beaucoup de choses qui protègent vraiment nos économies. C'est la cathédrale normative, quoi, la réglementaire qui veut un peu abattre. Exactement. Et là, pour le coup, je pense qu'il est en train de gagner, puisqu'on commence à avoir des politiques qui remettent en question justement la réglementation financière, bancaire. Ça paraissait impossible. Il y a, je dirais en 2012, en 2013, c'était des sujets où au contraire, c'était des acquis, des moyens de préserver finalement la finance, de lui redonner quelque part une crédibilité auprès des ménages. Et là, on est prêt à revenir dessus. Et quand on dit que Trump a certains bons côtés pour l'Europe, ça en fait partie. Sur le plan strictement macroéconomique, une réglementation un peu allégée partant des niveaux qu'on a pu atteindre en Europe, ça libère du potentiel de croissance ? Pour la compétitivité, oui. Pour les banques et le financement, très probablement. D'ailleurs, ce matin, on a eu l'enquête de la BCE, la Bank Lending Survey, et on voit que finalement, les taux d'intérêt de la BCE n'ont eu qu'un très faible impact
à la fois sur la demande de crédit ou sur les conditions de crédit. Donc c'est vraiment quelque chose de très structurel sur la demande de crédit et d'investissement en Europe. Et donc là-dessus, ça peut libérer moins de réglementation, ça va libérer plus d'investissements. Bon, il y a aussi le plan allemand, évidemment. Hein, c'est vraiment le mammouth dans tous ces vents favorables. Et donc là-dessus, oui, on peut être un petit peu plus positif. Et tout ça, ça a été déclenché par Trump. Donc indirectement, je suis d'accord sur le fait que on avait le rapport Draghi qui était un peu la sonnette d'alarme, et puis on a l'élément déclencheur qui est la politique agressive de Donald Trump. Igor, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qu'on a appris depuis le 2 avril, encore une fois? Moi, vous savez que j'aime bien revenir un petit peu à l'histoire, et puis je me suis amusé à regarder le nombre de lois, de tarifs aux États-Unis. Bon, ça a commencé, je crois, en 1790 avec quelqu'un qui s'appelait Alexander Hamilton. Et là, la liste, alors 1890, tarif McKinley, 94, Wilson Gorman, Dingley en 97, 1909, Payne Rich, Underwood 1913, 1922, bon, j'en passe. Mais donc c'est une histoire classique, et sachant qu'au démarrage des États-Unis, en fait, les droits de douane représentaient 50% du budget fédéral. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'impôt. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Le chiffre, mais peut-être qu'il y avait là deux. C'est minime, en fait, les droits de douane par rapport. Donc c'est en fait une grande tradition. Trump n'est pas forcément quelqu'un qui est très innovant dans l'isolationnisme américain et dans la protection, les années 30, bon, on a vu ce que ça avait malheureusement causé. C'est sa méthode et son personnage et l'outrance qui va avec, qui évidemment est très très nouvelle, et encore plus pour des Européens qui sont plutôt des gens qui communiquent de manière assez politiquement correcte. Donc ce qui est difficile, c'est pour lui d'avoir un bon constat, c'est le déclin de l'Empire américain, puisqu'ils sont en déficit extérieur, déficit budgétaire depuis 40 ans ou 30 ans. Parce que le monde veut du dollar, et que les Américains veulent les produits fabriqués par le reste du monde. Et que le capitalisme mondialisé a changé, c'est-à-dire qu'à partir de 95, à l'OMC, c'est la Chine qui est la plateforme de production mondialisée, les Allemands avec une énergie pas chère fournie par les Russes qui sont machines-outils, véhicules thermiques, et de l'autre côté, un dollar qui est beaucoup trop coûteux pour être compétitif. Donc tous les actifs américains sont survalorisés. Vous regardez déjà la prime du MSCI US sur le MSCI World. Il y avait une espèce de... Bon, ils ont toujours été un peu plus valorisés. Il y a eu des pics, mais ça fait 15 ans que la tendance est très très nettement à la hausse. On est à 1,6 je crois, et là il y a une correction. Et donc il y a un message qui est de dire les actifs américains sont peut-être plus aussi sûrs, mais le constat est bon. L'Amérique emprunte trop, dépense trop, consomme trop. D'ailleurs nous on épargne aussi trop en Europe, donc nous c'est un peu le miroir. Si on mobilisait cette épargne, mais encore faut-il avoir confiance dans nos dirigeants, ce qui est aussi une vraie question dans la gouvernance européenne. Donc le constat c'est que les États-Unis ils ont besoin de conserver leur hégémonie, et tel que aujourd'hui c'est en train de déraper, c'est pas possible de garder cet équilibre économique avec la Chine qui, elle, je suis d'accord avec Harry, a une position centrale, puisqu'ils ont les actifs américains financiers, et en fait, on ne peut pas se passer d'eux pour produire dans le monde. Enfin, on s'entend entre nous, mais c'est impossible de contourner la Chine aujourd'hui. C'est impossible. Vous achetez le grand plan, quoi. Vous achetez la perspective du Golden Age. Et d'ailleurs, c'est intéressant sur l'automobile. Trump, tout de suite, dit « Ah bah oui, alors j'ai compris, pour relocaliser, ça va prendre un peu de temps. Donc peut-être qu'il y aura un sursis sur les tarifs, le temps que les entreprises se mettre en ordre de demain. » Mais c'est bien ça le but c'est ultime. Très important ces mesures, et d'ailleurs la norme en Europe, on l'a vu, on s'est auto-flagellé justement avec les véhicules électriques, puisqu'on a mis des normes qui favorisaient des véhicules électriques que les autres savaient produire et que nous n'avions pas produit. Donc c'est une question de timing, comme vous dites justement. D'accord. C'est qu'on ne peut pas appliquer des tarifs comme ça sans avoir... Et on ne pourra pas tout substituer. Hein, je veux dire, il ne va pas tout reproduire localement, il ne va pas se remettre à produire des grippins. C'est l'exemple du grippin qui n'est plus produit aux États-Unis. Oui, bon, des t-shirts, ça n'a pas beaucoup d'intérêt peut-être de le reproduire, le grippin. Je crois que c'est optimal de répliquer des chaînes de production, des chaînes de valeur qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. Le constat, c'est qu'il veut éviter le déclin. Je ne parle même pas d'autres données socio-démographiques, mais il veut éviter le déclin. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Bon, méthode de négociation qui a l'air très brutale. L'Europe a été plutôt assez intelligente. Et la Chine, je crois qu'ils attendent, mais ils ont intérêt à faire un arrangement à un moment ou à un autre. Mais quel est le niveau ? C'est 10, 20, 30, 40 ? Là, on est un petit peu dans l'incertitude, d'où la difficulté pour nous de conseiller aux gens de revenir massivement. En tout cas, les actifs américains, je pense que les gens ont compris qu'il y avait quand même un trouble. Et peut-être que les actifs européens
Mais enrayer le déclin, ça peut passer par effectivement une crise de confiance vis-à-vis des actifs américains, que ce soit les actions ou les treasuries ou le dollar. Parce que lui, son objectif technique, c'était on fait baisser le dollar. On peut faire baisser un peu la bourse, d'ailleurs, pour faire un bon coup de trade. Et puis, on fait baisser les taux d'intérêt. Sauf que quand les taux d'intérêt ils ont commencé à remonter, parce que là on attaque vraiment le système. Oui. Donc je pense que les investisseurs, même américains, se méfient un peu. Oui, on pouvait imaginer quand même qu'en bousculant aussi brutalement les choses, le marché obligataire quand même soit un peu vigilant par rapport à la Donc situation, les marchés financiers font leur travail de contre-pouvoir. C'est juste un gros deleveraging ou c'est un mal plus profond quand même derrière, même la question de confiance qu'on peut avoir dans le dollar, pour dire les choses clairement. Non, je pense que la confiance, elle reviendra parce que la croissance, elle reste aux États-Unis. Maintenant, quand on s'apercevra que les États-Unis continuent d'avoir de l'innovation, de la croissance, etc. D'accord. Même si on révise à la baisse la croissance américaine, d'abord, on n'est plus dans un scénario de récession US. Alors, ça change un peu tous les jours, mais depuis que les droits de douane ont été en tout cas, depuis qu'il y a un moratoire sur 90 jours. Donc on n'est pas dans un scénario de récession. La croissance américaine sera sans doute encore supérieure à la croissance européenne cette année. Et puis structurellement, elle est supérieure. Maintenant, il y a une défiance, comme Igor l'a mentionné, on le voit sur les taux d'intérêt, on le voit sur le dollar, on le voit sur un certain nombre d'actifs. Mais je pense que ce qui a été intéressant cette semaine, c'est que Trump a montré là où était sa faiblesse. Donc pour les négos à venir, ça va être plus compliqué parce que il a perdu son grand levier de négociation, là, il s'est un peu affaibli. Je pense, oui. À partir du moment où dans une négo vous montrez votre faiblesse et que votre faiblesse elle est attaquable, ça devient plus compliqué. Et en fait, alors évidemment, on ne sait pas exactement pourquoi les taux d'intérêt sont mis à monter à toute vitesse. Est-ce que c'est juste des investisseurs qui jouent un ralentissement économique ou est-ce que c'est des grosses mains qui vendent des treasuries américaines? On ne sait pas trop. En attendant, quand on voit que le dollar baisse et que les taux montent, déjà, ça nous donne une petite indication parce que c'est quand même pas, la logique n'est pas complètement respectée. Je dis, c'est un schéma qui est généralement réservé à des pays émergents dits fragiles. Oui, bon alors, on a lu ça quelques fois, mais c'est un peu, je trouve ça un peu exagéré, mais effectivement, ça peut traduire une vente d'obligations d'État américaines. Et par les Chinois. Par les Chinois. Alors après, la grosse question, c'est le 30 ans a bougé. Ils n'ont pas de 30 ans les Chinois. Alors. On a vu pas mal de chiffres circuler sur combien est-ce que les Chinois ont de dettes américaines, etc. Bon, les derniers chiffres qu'on a essayé de trouver, de regarder et d'analyser, c'est si on regarde juste de manière bête et méchante, c'est 2-3% de la dette américaine, donc on se dit c'est pas en circulation, oui. Alors après, il y en a qui disent que les 4% détenus par la Belgique, c'est des Chinois. Bon, imaginons qu'ils soient à 6%. Imaginons. Apparemment, ce qu'ils détiennent, c'est surtout de la dette longue. Donc c'est du plus de 10 ans. Ah bon? Ouais. Alors moi j'ai d'accord, ok. Enfin, ça moi j'ai vu plutôt que le portefeuille n'a cessé de baisser ces dernières années, que la détention de trésorerie par la Chine, mais je parle sous le contrôle d'Hervé, est tombée selon les chiffres du Trésor en janvier à 700 milliards, donc ça prend peut-être pas en compte le déposit via la Belgique qui rajoute peut-être quelques centaines de milliards, mais moi j'ai compris qu'au contraire la duration du portefeuille chinois, elle avait plutôt baissé ces dernières années. Et qu'aujourd'hui, c'est pas évident qu'ils aient de la dette très longue américaine, en tout cas en masse, encore aujourd'hui. C'est possible. Nous, on a tout lu. Le dernier contact qu'on a eu avec un spécialiste obligataire, c'est qu'il disait que c'était plutôt de la dette longue. Ah, d'accord. Et que la dette longue, il n'y avait pas beaucoup de liquidité dessus. Ah oui. Parce que, d'abord. Oui. Il n'y en a pas beaucoup parce que on ne traite pas tous les jours du 30 ans, quoi. Non, et puis les Américains sont endettés à court terme. Donc quand vous vendez du long et qu'en plus il n'y a plus des entreprises en face qui achètent parce que les règles ont changé, vous pouvez, avec très peu de moyens, faire bouger les taux assez rapidement. Bon, ça peut être ça. On verra. De toute façon, on aura des chiffres. Alors, c'est compliqué. Les chiffres chinois sont quand même un secret d'État bien gardé, mais il y a quand même des chiffres qui doivent arriver dans les prochaines semaines qui permettront peut-être d'éclairer un peu ces mouvements de marché. Hervé, est-ce que les risques extrêmes économiques ont baissé quand même depuis le 9 avril? Et quand je parle du 9 avril, je parle pas de l'implémentation des tarifs dits réciproques, mais de leur suspension 14 heures après leur implémentation et sur cette crise de confiance entre le marché et les treasuries américains ou le dollar même, est-ce que c'est un sujet qui peut être un sujet lourd devant nous? Oui, alors je ne suis pas sûr que les risques aient vraiment baissé. Par contre, ça rend Donald Trump un peu plus rationnel.
on a l'impression qu'il est ouvert à la discussion, alors que c'est vrai qu'après l'annonce du 2 avril, ça semblait tellement, les chiffres sortaient un peu de nulle part, on voyait son tableau, on ne les comprenait pas, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y avait les 10% qui avaient été présentés et ensuite les droits de douane réciproques. Et on a vraiment l'impression qu'on va repartir de tout ça avec les 10%. Donc on était à 2,5 avant. On fait quand même une belle opération côté américain. Donc ça, il va falloir l'intégrer. Mais maintenant, sur les risques, pour moi, le risque le plus important, c'est vraiment sur la Chine, sur les réserves justement chinoises. Alors, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à véritablement les vendre. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils fassent attention aussi à leur devise. Et aujourd'hui, tous les pays partenaires de la Chine régionalement sont plus ou moins pégés, on va dire ancrés, parce que pégés, c'est un terme un petit peu propre. Fort, oui. C'est très spécifique. Fort. Oui. Mais quand on regarde vraiment les devises qui sont ancrées de près ou de loin, avec des marges de fluctuation, etc., c'est vraiment toute la zone Asie du Sud-Est. Et c'est tous les partenaires principaux. Donc si on ne veut pas rentrer dans une guerre de dévaluation régionale, et ça la Chine ne veut pas, parce que pour le coup, elle a besoin de ce commerce régional, je pense que ça va être compliqué de trop jouer sur la devise. Donc pour moi, c'est un peu l'arme de destruction massive, mais elle aurait tort de l'agiter aujourd'hui en drapeau, et elle aurait tort de s'en servir même à long terme. Aujourd'hui, alors on a vu peut-être que des petits messages sont envoyés à travers le fixing du yuan quotidien, etc. Mais la Chine n'a pas dévalué activement sa monnaie aujourd'hui. Et c'est un rempart qu'elle ne veut pas franchir, c'est ce qu'il faut comprendre. Ou en tout cas, si elle devait le franchir, c'est que Pékin aurait à l'esprit qu'il n'y a plus d'espoir de négociation avec Donald Trump. Et puis surtout, à moyen terme, ça la mettrait dans une très mauvaise situation parce qu'elle a vraiment, entre guillemets, fait beaucoup d'efforts pour être considérée comme une devise de réserve au niveau mondial, par rapport au FMI notamment, pour intégrer finalement les SDR, enfin les DTS. Les droits de tirage spéciaux, en français. Et là, on reviendra en arrière parce que c'est une volatilité que le FMI n'accepterait pas, que le monde, que les banques centrales n'accepteraient pas. À l'heure même où on se pose la question d'un substitut au dollar. Alors, on s'est toujours posé la question, je pense, dans toutes les crises américaines, de savoir qu'est-ce qu'on ferait après le dollar parce que ça semble instable, évidemment. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, si vraiment un jour on devait sortir de ce système monétaire, c'est un panier de devises. Et la Chine a envie de faire partie de ce panier de devises. Donc vraiment, pour moi, elle n'aurait aucun intérêt. Mais ça reste quand même le risque le plus important, c'est ce qui pourrait tout mettre par terre. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés ? Je ne sais pas, Hervé, si vous voulez garder la parole sur l'aspect un peu marché, qu'est-ce que vous en dites en tant qu'économiste chez ProBTP Finance, Hervé ? Écoutez, nous, on est toujours à l'écoute, je dirais, des banques centrales et des bonnes surprises côté banque centrale, parce que c'est vrai qu'on les sent beaucoup plus timides, beaucoup plus réservés maintenant, et c'est logique, c'est pas du tout leur terrain. Là, on est sur de l'incertitude, on est sur de la dépense budgétaire. La BCE, elle arrive près de son taux neutre. La Fed en est un peu éloignée, mais une pause semble être le meilleur moment aussi pour la prolonger. Mais néanmoins, moi je pense qu'on va avoir du côté de la Fed des sujets importants à traiter, notamment sur l'inflation. On a parlé de ce sujet transitoire. C'est difficile d'évoquer ne serait-ce que le mot transitoire dans une conférence de Powell aujourd'hui, en 2025. Et on le voit, dès la première occurrence, il a été tout de suite très critiqué, il perd en crédibilité. Donc est-ce qu'il va pouvoir tenir sur ce sujet-là ? Est-ce que si l'inflation progresse trop, il ne va pas devoir agir ? Et puis on voit déjà, alors on parlait d'un marché de l'emploi très robuste, mais quand on regarde les ISM, les sous-composantes des ISM sur l'emploi, eh bien on voit une dégradation. C'est juste qu'elle n'est pas très forte et on ne voit pas de chiffres majeurs sur le 4,2% de chômage. Mais on voit quand même une tendance qui commence à être inquiétante, qui est probablement pas liée aux droits de douane, qui est probablement pas liée à Donald Trump. C'est un essoufflement d'une économie qui a été en surchauffe pendant de nombreuses années. Mais ça semble inévitable aussi. Donc il va falloir jongler avec plusieurs facteurs. Et pour moi, les surprises côté marché pourraient venir peut-être un peu plus des banques centrales que l'on a mis de côté et que l'on a un peu oublié. Donc la Fed pourrait trouver des arguments quand même pour sortir de sa pause à un moment donné, c'est ça C'est ce qu'on espère nous au S2, mais peut-être plutôt si la conjoncture le dicte. Sur le plan des marchés, qu'est-ce que difficile recommandations du moment des phases où c'est très volatile, où ça change. Donc par expérience, d'abord, il faut attendre d'avoir plusieurs éléments. C'est vrai qu'au cours de la semaine, on avait vraiment un sentiment d'impuissance et de non-compréhension de quelconque élément qui puisse faire remonter les bourses mondiales. Alors, je pense que pour ceux qui avaient fait beaucoup d'États-Unis, là, il est un peu temps de revenir sur les actifs européens. Nous, on a fait un peu de convertibles. On a trouvé que ça s'était bien comporté. Ouais. Étonnamment, pour une petite classe d'actifs un peu illiquide, ça s'était bien comporté. Donc, avoir une forme de convexité en prévision des futurs
atermoiements et allers-retours. Ce qu'on peut dire, c'est que la méthode Trump, là maintenant, on sait qu'elle est incertaine, on sait qu'elle montre sa faiblesse par rapport à ses adversaires, c'est-à-dire économiquement la Chine, militairement la Russie, puisqu'on voit bien que ça n'avance pas. Quand on déclenche des guerres, il faut aussi avoir des plans B, des plans C, des plans D. Et donc là, il faut plutôt espérer pour les marchés qu'il y ait des dirigeants chinois et que la guerre en Ukraine aussi connaisse une issue moins malheureuse. Parce que Trump, on sait qu'il peut nous sauver, mais on sait qu'il peut aussi nous envoyer de l'incertitude. Donc, les actifs européens, un peu plus, bon, pas non plus la folie, mais un peu plus via des convertibles. Damien ? En très bref, je pense qu'il faut continuer à être surpondéré sur les actifs européens. Parce que c'est là qu'il y a le moins de risques, le moins de révision à la baisse, et que malgré tout, on voit des choses positives sur l'économie européenne, les plans de relance, une unité un peu meilleure, etc., une bonne résistance. Donc, les actions européennes et sur la partie obligataire, peut-être faire un peu plus attention qu'auparavant au rendement. Alors, on élimine les obligations américaines, ça c'est à notre avis trop dangereux aujourd'hui. D'accord. Et sur l'Europe, en échange peut-être une exposition action européenne un peu plus élevée, peut-être un peu moins d'obligations au rendement. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Damien Charlet, Mandarine Gestion, Igor Demac, Vital Épargne et Hervé Amourda, Pro BTP Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'allocation d'actifs dans un monde un peu différent. Et nous en parlons avec Alain Bocobza, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB, à mes côtés en plateau. Alain, bonsoir. Bonsoir, Clacois. Je reprends, Alain, quelques-uns des titres de vos publication, donc vous pilotez le multi-asset portfolio, le portefeuille multi-actif modèle de Société Générale CIB, et donc il y a des rendez-vous importants en septembre 2023 et en mars 2024. Vous écriviez « Tous les chemins mènent aux États-Unis, toutes les routes mènent aux États-Unis ». On était dans le momentum parfait de l'exceptionnalisme américain. Septembre 2024 et février 2025, donc ça nous ramène à une période assez récente. Vous commenciez à écrire, et vous écriviez par 2 fois déjà craquellement dans l'exceptionnalisme américain jusqu'en février 2025, et en mars 2025, vous êtes passé à la vitesse supérieure, si je puis dire, Alain, en décrétant que c'était le moment de la grande rotation. Et ce que vous appelez grande rotation, c'est voir des investisseurs sortir massivement des actifs américains ou d'une série d'actifs américains. Et la question étant, comment survivre à cette grande rotation ? Déjà, qu'est-ce qui fonde cette nouvelle conviction chez vous, là, Alain ? Alors, dans le message qu'on a donné courant mars, on a eu beaucoup de chance sur le timing, parce que c'était vraiment avant une accélération de toutes ces rotations et de marchés beaucoup plus volatiles. Comment survivre ? Le message, j'espère, était clair en disant c'est dangereux. Le casting, comme la gouvernance des États-Unis d'Amérique, nous posait problème, et je pense qu'il n'y a pas qu'à nous. Et à la base, quand un grand pays vient à décaler sa gouvernance avec des thèses économiques qui restent à démontrer, je vais être gentil, comme quoi on essaie de nous démontrer que le protectionnisme peut avoir des vertus pour celui qui l'initie, nous on a du mal. Et on n'a pas l'air d'être les seuls. Donc ça revient comme un boomerang. Ils ont lancé un boomerang en disant on va tous, pas vous écraser, mais on va gagner une bataille, et ça leur revient comme un boomerang. Donc ça, la gouvernance et le casting des États-Unis nous posent problème. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est à court terme, tant qu'on ne change pas la gouvernance et les objectifs de ce gouvernement. Ça peut prendre du temps. Et le deuxième message, c'était la rotation. Ouais. Le message de la rotation, il est beaucoup plus boursier, en se disant que dans ce plateau, vous avez reçu nombre de stratèges qui calculaient la part des grandes valeurs dans le total, avec des effets de concentration jusqu'à ce qu'il y ait 7 valeurs. Parfois, c'était plus qu'une seule valeur, et quelles que soient les localisations, il y avait des effets de concentration, notamment sur les valeurs américaines, les grandes tech américaines et les 7 magnifiques. Donc la grande rotation, c'est plutôt l'idée qu'il n'y en avait que pour le dollar.
que pour les actions américaines, que les techs américaines, que le crédit américain. Tous les portefeuilles étaient concentrés aux États-Unis sur l'exceptionnalisme américain qui est terminé, point la ligne. Et donc maintenant, il faut aller creuser pour voir comment on peut redistribuer ces portefeuilles. Et ça va prendre du temps, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça la grande rotation. On va y revenir, mais déjà, je précise, votre papier, votre recommandation a été écrite en mars, donc bien avant Liberation Day, l'histoire des tarifs, etc. Vous parlez des questions du casting et de la gouvernance qui déjà étaient des alertes significatives pour vous. Et puis il y a la question évidemment de ce que ça implique pour l'allocation. Et vous le répétez là à nouveau, c'est plus une question. C'est la fin de l'exceptionnalisme américain, point à la ligne. Il n'y a pas de point d'interrogation derrière cette phrase, Alain. Qu'est-ce qui a disparu qui vous fait dire qu'il n'y a plus d'exceptionnalisme américain? Dans l'exceptionnalisme américain, il y avait deux sous-menus. Il y avait un premier sous-menu qui consistait à observer que tous ceux qui avaient fait des prévisions d'entrée prochaine en récession aux États-Unis depuis 4 ans, 3 ans, finalement ils se sont rachetés en disant c'est robuste, ça reste robuste. Pour être honnête, pour le moment, l'économie réelle aux États-Unis reste robuste. Les créations d'emplois, tous les indicateurs coïncidents, par opposition aux enquêtes. Les soft indicators sont très mauvais, mais on demande aux gens qu'est-ce qui se passe dans votre tête et ils disent j'y comprends rien et je suis prudent. Mais l'économie réelle pour l'instant reste relativement robuste. Donc il y avait un aspect de cette comparaison de la robustesse de l'économie américaine dans la délivrance de croissance par rapport au fait qu'il y avait une croissance ni au Japon, ni en Chine, ni en Europe. Donc ça c'était une partie. Et donc là, si on inclut les décisions de relance qu'ils ont au Japon, les relances qui est en train de se muscler en Chine et le millier de milliards d'euros annoncés par l'Allemagne et tous les pays du nord de l'Europe, c'est pas comme si rien n'avait changé. Donc là, il y a de la relance et nous, on voit un profil en J sur la croissance européenne avec une accélération du PIB nominal. Donc là, il y a un rétrécissement de l'écart prévisionnel. Et d'autre part, donc dans l'exceptionnalisme, il y avait le fait que tous ceux qui n'avaient pas suffisamment d'exposition sur les actifs américains en dollars, donc non couverts sur le change, finalement avec des résultats de la performance des fonds investis médiocres ou mauvais. Et donc l'exceptionnalisme, c'était une hyper-concentration des portefeuilles, jusqu'à des concentrations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire économique. Et donc dans la fin de l'exceptionnalisme, il y a ces deux variables. C'est surtout la réponse de politique économique qui m'intéresse à l'extérieur des États-Unis, qui vient donner un soutien à la conjoncture prévisionnelle, et la fin de l'exceptionnalisme en disant tous les acteurs qui étaient trop concentrés sur les actifs américains ont pris un gros bouillon là, très très gros bouillon. Les actifs européens, les actions européennes ont surperformé les actions américaines. Ça n'était pas arrivé depuis combien d'années? Pareil pour les actions chinoises qui ont bien performé. Donc c'est une nécessité de redistribuer, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc on va tous chercher le pourquoi et le comment. Il paraît qu'il y a des belles valeurs en Europe, il paraît qu'il y en a des belles en Chine, il paraît qu'il y en a des belles au Japon, il paraît qu'il y a des marchés obligataires sur lesquels il y a des rendements, et il paraît que l'euro est en train de monter, que le yen est en train de monter. Voilà, c'est plutôt la deuxième partie qui est plus, créative, en disant allez, redécouvrons les le reste du monde. Redécouvrons le reste tout un territoire ou des territoires d'investissement à redécouvrir dans ce monde-là. Avant même les actions, Alain, la fin de l'exceptionnalisme américain, comme vous dites, point à la ligne, qu'est-ce que ça implique pour le dollar? Parce que là, et vous êtes bien placé pour le savoir, d'avoir une séquence sur quelques séances, sur une semaine, où tout chute, le dollar, les treasuries, les actions américaines, c'est assez rare. Et de voir encore une fois le dollar baisser sur 5 séances consécutives face à toutes les devises du monde, dans un moment de stress, d'incertitude maximale, c'était pas forcément intuitif. Dans les convictions qu'on a cherché à faire passer mi-mars, fondées donc sur le casting et la gouvernance qui ne nous plaisaient pas. Partant de ce qui se passe à Washington,
on a baissé le poids des actifs risqués, le poids des actions américaines, des obligations privées, on a baissé le poids des matières premières, on a monté le cash, on est resté très pondéré sur le marché de l'or, on a acheté du yen, donc on avait une allocation. Et ce qui a défensive, quoi. Défensive, donc on a baissé le poids des actifs risqués, donc entre autres les actions et les matières premières, qui ont bien baissé depuis. Il y a un élément qui a choqué tous nos lecteurs, c'était le fait que dans un moment où on est risk-off, comme on dit, normalement le dollar monte. Et on avait en mars baissé le poids du dollar américain, et non pas que c'était du risk-off partout, mais c'était un risk-off sur les États-Unis. C'est-à-dire que le problème de gouvernance, il est aux États-Unis. Le problème du casting, est-ce que vraiment ils sont si pragmatiques que ça est-ce que la guerre commerciale, finalement, c'est du transactionnel, comme on l'a cru un trop long moment? Il y a du transactionnel, malheureusement, il n'y a pas que ça. Non. Il y a beaucoup d'idéologie qui n'est pas prouvée par la science économique. Et ça peut faire peur. Sur le déroulé, même pour la suite. Et donc, finalement, c'est la prime de risque qu'on met sur les actifs américains. Tous les actifs américains ont baissé, le dollar a baissé, les actions ont baissé, celles qui étaient les plus chères ont baissé plus que les autres. Les obligations privées ont vu le rendement monter, donc perte en capital, etc., etc. Donc c'est vraiment une problématique de gouvernance, celle qu'on a pu la connaître, qu'on est. Donc, et c'est pour ça que c'est un moment assez spécial dans l'histoire économique de voir la prime de risque sur les actions devenir à l'encontre des actifs américains. C'est rarissime comme événement. C'est la grande rotation. Oui, c'est ça. Et quand vous dites grande rotation, c'est aussi, il y a une perspective de durabilité. C'est pas un call tactique. Maintenant que le marché américain a un peu baissé, on peut y revenir. C'est pas ça l'idée, Alain. Alors, vu le niveau de concentration et de détention maximale qu'on a atteint sur ces actifs américains, on n'est pas à la fin de l'histoire, là, après une semaine de baisse. Je suis plus confortable dans les deux sous-menus qu'on avait tout à l'heure sur la fin de l'exceptionnel américain, sur le fait qu'on a commencé la redistribution des portefeuilles pour voir où est-ce qu'il existe des territoires d'investissement positifs. C'est pas simplement je fais de l'arbitrage contre ce que j'avais, c'est si j'achète un actif dans mon portefeuille, j'ai besoin d'avoir des outils d'évaluation pas trop chers et des momentum qui font que le flux d'informations va être positif. C'est pas que contre, il faut qu'il y ait des arguments pour, sinon c'est pas durable. Donc je suis plus confortable sur la redistribution des portefeuilles pour faire notre métier de gestion de portefeuille, que ce soit pour un particulier ou un institutionnel, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est la redistribution qui dit son nom. Ça, c'est la fin de l'exceptionnalisme américain dans la gestion d'actifs. Certains, aux États-Unis notamment, ont fait des appels à l'entrée immédiate en récession de l'économie américaine. Pour nous, c'est prématuré. Donc il y a plutôt des appels positifs sur le soutien à la conjoncture par des plans fiscaux dans les pays qui ont les moyens de le faire au nord de l'Europe, qui vont dans cette direction, donc qui ravivent un peu les espoirs de démarrage de la croissance en Europe, soutenu par la puissance publique quand elle en a les moyens. Donc c'est pas en France, c'est pas en Italie, c'est pas dans les pays du Sud, mais c'est pas grave. L'Europe redécolle. Voilà. Oui, c'est des choix positifs de réallocation, effectivement. Beaucoup de questions. Alors, sur le dollar, effectivement, on en a parlé. Sur les treasuries américains, la dette souveraine américaine, alors, qui a baissé conjointement avec le dollar au cours de cette semaine écoulée. Est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement, là, déjà, technique, sur le marché des treasuries américains, ou est-ce qu'on est simplement dans une phase de deleveraging un peu forcé qui casse peut-être un peu les corrélations? Parce que là aussi, moment de stress, dette souveraine américaine, ça a été vu à travers de grandes crises financières, baisse du AAA, etc., comme des actifs refuges. Le jour où les États-Unis se font dégrader du AAA, le 10 ans américain baisse. Alors, il y a à la fois des éléments fondamentaux et techniques qui peuvent expliquer le retracement qu'on a fait, donc une augmentation des taux de financement de l'État américain. On parle souvent d'un putsch de la Réserve fédérale, c'est-à-dire d'une banque centrale qui peut assouplir quand il y a des grandes crises de la volatilité. Souvent, les banques centrales sont là pour mettre un petit peu, calmer le jeu par les baisses de taux. Le président de la Réserve fédérale américaine est on ne peut plus clair sur le fait que des mesures protectionnistes par les tarifs vont être inflationnistes à très court terme, sans doute d'ici l'été aux États-Unis. Tous les grands groupes qui exportent aux États-Unis ont affiché une politique extrêmement claire. Ils vont monter les tarifs. Donc l'inflation, elle va monter dans un contexte d'augmentation à court terme de l'inflation, même si
il existe un risque conjoncturel aux États-Unis, la Fed ne peut pas bouger. Donc là, on a à court terme, d'ici l'été, disons, on a très peu ou pas de protection de la Réserve fédérale américaine. Il y a des débats là-dessus, nous on est très clair là-dessus. Donc ça explique aussi, ça fait fondamentalement, techniquement, il y a aussi dans cette guerre commerciale, l'administration américaine s'est attaquée à des États souverains qui sont très gros détenteurs de trésorerie, dont la Chine, dont le Japon, et peut-être que ils ont balancé un peu. Donc ça fait partie des outils en disant faites attention, vous ne tenez pas la barbichette, mais nous aussi on vous tient. Donc là il y a des enjeux géopolitiques, tout ce qu'on fait de plus en plus est géopolitique, et les enjeux de détention par les étrangers de la dette souveraine américaine sont en jeu. Mais les treasuries restent un actif américain en dollars qui est intéressant toujours dans la construction de portefeuille. Je pense que les taux finiront par baisser quand la Fed interviendra en baissant ses taux, mais ce n'est pas tout de suite. C'est plutôt une question de timing, en disant à partir de quand on active ça. Pour l'instant, on assiste plutôt à de la volatilité. Et quand on traite les marchés, la volatilité, il faut faire très attention à son timing d'intervention, parce que ça veut dire qu'on a du mal à court terme à expliquer les variations, parce que c'est volatile. Mais tendanciellement, cette économie américaine devrait ralentir et ça devrait à un moment donné permettre à la Réserve fédérale de baisser ses taux, ce qui sera un facteur vertueux pour les obligations d'État américaines. Merci beaucoup Alain. Merci d'être venu nous expliquer comment survivre à la grande rotation. Alain Bokobza, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.